La tradition est respectée également à la primature. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé la montée des couleurs nationales autour du chef du gouvernement sur l'esplanade de la primature. Les membres du cabinet de la primature, ceux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, les chefs des services rattachés à la primature, le gouverneur du district de Bamako, le président de la délégation spéciale du district de Bamako, les forces de sécurité, le personnel de la primature. Ce beau monde a entonné l'hymne national avec les pionniers. Et cette cérémonie de montée des couleurs vise non seulement à entretenir une véritable cohésion au sein de l'équipe, mais aussi et surtout à promouvoir la paix, la stabilité et cultiver l'amour et la patrie. Voilà, c'était ce matin à la primature. Et c'est le général de division Abdoulaye Maïga qui a présidé la montée des couleurs nationales. Même scénario en 6e région, les autorités régionales de Tombouctou ont procédé à la montée des couleurs nationales et c'était en présence du général de corps d'armée Ismaël Ouagué et de Oumou Salsek, ministre de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les deux ministres sont à Tombouctou dans le cadre du festival Tombouctou, la salle Tareya. Voilà une tradition respectée également dans la région de Tombouctou. C'était en présence de deux membres du gouvernement. 13 pays africains sont en conclave à Bamako à la faveur d'un forum régional sur la transformation vers des systèmes agricoles durables, partage d'expériences de mise à échelle, de financement, d'institutionnalisation du système de riziculture intensive SRI en Afrique de l'Ouest. La rencontre de 3 jours regroupe producteurs agricoles, structures d'encadrement, de recherche et de financement. Elle donne l'occasion aux participants de partager les expériences et de dégager des pistes communes pour la promotion du système de riziculture intensif. C'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs membres du gouvernement. Reportage Mamari Kouni et Aliou Touri. Avec une consommation annuelle de 20 millions de tonnes, le riz occupe une place importante dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. La demande en riz est en perpétuelle progression à cause de la croissance démographique et de l'accroissement de la consommation entraîne une augmentation des importations. Pourtant, au regard des énormes potentialités des pays de l'Afrique de l'Ouest, les acteurs estiment que cette tendance peut être inversée. Le SRI soit vulgarisé et on a essayé de vulgariser le SRI. On en est là, vous êtes réunis aujourd'hui, on est réunis aujourd'hui, c'est autour du SRI. Le SRI, pourquoi? C'est pour essayer d'augmenter la production pour que nous soyons autosuffisants. Nous en sommes capables. Ce n'est pas acceptable que nous importons du riz et que nous acceptons des céréales. Ce forum régional qui se tient au lendemain du Forum national sur le financement durable du programme national du système de riziculture intensif au Mali bénéficie de l'accompagnement de la coopération allemande. Depuis les années 1990, la coopération allemande appuie la production du riz à travers le développement de l'irrigation au Mali. Cet engagement vise à créer de l'emploi ainsi qu'à assurer la disponibilité alimentaire. Il s'explique par le fait que la paix et la stabilité dépendent de manière essentielle des possibilités de revenus et de la disponibilité alimentaire. C'est pour apporter des solutions aux préoccupations que les riziculteurs de 13 pays ouest-africains se retrouvent à Bamako à la faveur d'un forum régional sur le thème « La transformation vers des systèmes agricoles durables, partage d'expériences, de mise à échelle, de financement et d'institutionnalisation du système de riziculture intensif en Afrique de l'Ouest ». Le présent forum, dont l'objectif global est de créer un cadre d'échange entre les acteurs des chaînes de valeur riz, est un événement important pour le secteur agricole. En effet, il donne l'occasion aux participants et participantes des 13 pays ouest-africains et aux organisations internationales partenaires de partager les expériences et de dégager des pistes communes pour la promotion du système de riziculture intensif.
Chers participants, je suis convaincu qu'à l'issue de vos travaux, des pistes de réflexion seront dégagées en vue de la promotion et du développement du système de riziculture intensif dans notre sous-région. Le système agricole a besoin d'un appui technique et surtout financier à travers une véritable stratégie de relance axée sur l'intensification de la production agricole et la création d'un marché plus compétitif pour les acteurs de la filière riz, selon le chef du gouvernement. Pour atteindre cet objectif, le système de riziculture intensif qui offre un énorme potentiel pour intégrer des méthodes de culture adaptées au climat et écologiquement durables s'avère être l'une des solutions fiables. En effet, le système de riziculture intensif est considéré comme une méthode innovante et intelligente face au changement climatique qui influence significativement les méthodes de culture conventionnelles du riz. En outre, le système de riziculture intensif permet d'augmenter la production tout en protégeant l'environnement grâce à une utilisation plus efficace des ressources et une réduction considérable de l'utilisation des produits chimiques. Les objectifs affichés du système de riziculture intensif sont en accord avec la vision du Malikura Nyatasera Kabinsan 2063. Je vous rassure que le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour aider à l'atteinte des objectifs de développement et de mise à échelle du système de riziculture intensif dans la sous-région pour le bonheur et l'honneur de notre peuple. Les participants au forum suivront des panels sur le financement du système de riziculture intensif, le changement climatique ainsi que la transformation et le rôle des différents intervenants. Le Premier ministre chef du gouvernement a enfin visité des stands d'exposition ouverts pour l'occasion. Des stands qui mettent en valeur les opportunités et l'ingéniosité de la recherche scientifique dans les pays africains. Je l'annonçais également au sommaire, ouverture cet après-midi des travaux de la première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités. Au cours de cette session, les conseillers nationaux vont examiner des dossiers à eux transmis par le gouvernement pour consultation et procéder au renouvellement du bureau de l'institution. La cérémonie présidée par le président de l'institution, Mamadou Satigui Diakité, a enregistré la présence du président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement ainsi que des présidents des institutions de la République. Le point avec Soumaïla Berti. Cette rentrée de la 7e institution de la République intervient à un moment où l'actualité sociopolitique et sécuritaire du pays est relativement dense. Déjà, l'hivernage commence à s'installer et le spectre de l'année dernière reste vif dans tous les esprits avec son corollaire d'inondation. Le président du Haut Conseil des collectivités se réjouit que le gouvernement ait pris le taureau par les cornes. Comme vous le savez, l'hivernage rime avec travail. Et cette période est capitale dans la vie de notre pays, puisque d'elle dépend l'autosuffisance alimentaire et mieux la souveraineté alimentaire de notre nation. D'ailleurs, le gouvernement a pris le devant en initiant des mesures phares lors du Conseil des ministres du mercredi 16 avril 2025, avec l'adoption d'un projet de décret portant approbation du marché relatif à l'achat de 21 543 tonnes d'engrais au profit des bénéficiaires du projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides et semi-arides du Mali. Le pays est en passe de maîtriser la crise énergétique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et le président du Haut Conseil des collectivités de saluer la résilience du peuple malien. Je voudrais dire mon admiration et mon respect à nos laborieuses populations pour leur grande résilience face aux épreuves du quotidien. Pour ne citer que l'exemple de la crise énergétique, elles ont fait montre d'un grand sang-froid et d'un patriotisme à nul égal. C'est le lieu de reconnaître et de saluer les efforts titanesques consentis par les plus hautes autorités pour apporter une nette amélioration dans la fourniture de l'électricité aux populations. Nous encourageons le gouvernement à maintenir cette cadence jusqu'au retour à une situation normale.
Le Haut Conseil des collectivités, par la voix de son président, soutient les forces de défense et de sécurité du Mali pour leur engagement en faveur de la sécurisation totale du territoire national. En effet, plus que jamais, nous nous devons de nous mobiliser massivement autour de notre outil de défense et par conséquent autour du Mali, notre bien commun à tous. Ce discours, nous ne cesserons jamais de le marteler. L'heure est venue de faire vibrer à l'unisson notre fibre patriotique et à réaliser l'union sacrée autour de nos forces armées de défense et de sécurité. Les actions engagées par la Confédération des États du Sahel sous la direction du président de la transition vont marquer la vie de l'organisation. Pour le président du Haut Conseil des collectivités, cela est source de fierté pour tous les Maliens. Comment ne pas se réjouir des avancées notables qu'enregistre la Confédération des États du Sahel sous le leadership de son président, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le lancement du drapeau de la Confédération, la mise en circulation du passeport, la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement, l'élaboration d'un code des douanes, la création d'une force conjointe, l'adoption d'un prélèvement communautaire pour financer les activités de l'organisation, et j'en oublie, sont autant de faits marquants qui traduisent la volonté inébranlable de nos trois chefs d'État d'imprimer une marche cadencée à l'émergence de notre confédération. À propos de l'actualité sociopolitique, le président Mamadou Satigi Diakité invite les acteurs à privilégier le dialogue et à œuvrer à l'instauration d'un climat de tolérance et de concorde pour une paix durable au Mali. Enfin, à en croire le président du Haut Conseil des collectivités, l'intercession n'a pas été du tout repos pour les conseillers nationaux. Son institution a mené plusieurs activités régulières et fait des contributions sur des documents de politique nationale. Vous pourrez donc suivre l'intégralité du discours du président du Haut Conseil des collectivités après ce journal. Le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées a remis ce matin son rapport au titre de l'année 2024 au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Il retrace les activités menées par le comité et aussi l'ampleur des défis et des efforts qui sont en train d'être faits pour éradiquer les fléaux qui restent toujours d'actualité. On fait le point avec Ali Dumatina. Le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées vient de remettre au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, son rapport annuel 2024. Ce document sur la traite des personnes et les pratiques assimilées fait le point de toutes les activités menées en 2024 par le comité et ses partenaires, puis il fait ressortir les défis persistants. Les statistiques de l'année 2024 sont évocateurs. En effet, les activités de formation et de sensibilisation ont concerné 36 812 personnes. Des recommandations fortes ont été faites, incluant l'intensification de la formation des acteurs judiciaires, de la sensibilisation des communautés et de la mise en place de systèmes de collecte de données plus robustes. Le document élaboré se veut le fruit d'un travail collectif reflétant les efforts déployés pour comprendre, combattre et éradiquer le fléau qui menace les droits fondamentaux de nos concitoyens. Le rapport 2024, tout comme les précédents rapports, met en lumière une triste réalité qui nous concerne tous, à savoir l'exploitation des plus vulnérables parmi nous. Il est le résultat d'investigations et de recherches effectuées par des hommes et des femmes expérimentés en la matière, auxquels je ne cesserai de rendre un hommage appuyé et mérité, agissant avec une forte conviction quant à la pertinence et à la légitimité du combat à mener contre l'une des formes les plus odieuses de l'exploitation des êtres humains. En ma qualité de ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, il est de mon devoir de m'assurer que ces crimes ne demeurent pas impunis, quel que soit son auteur, et d'œuvrer à garantir pour que chaque victime puisse retrouver sa dignité et son autonomie. Malgré des avancées notoires dans la lutte contre le phénomène, les acteurs du domaine reconnaissent qu'il y a encore des défis et entendent poursuivre la lutte contre le mal afin d'aspirer à un Mali où chaque être humain peut vivre librement et dignement sans craindre l'exploitation.
La remise du rapport a été couplée à la première réunion ordinaire de 2025 du comité. Direction la 6e région, en marge du festival Tombouctou La Salterie, le ministre de la Réconciliation a présidé une signature de protocole d'accord entre deux anciens belligérants du village des Mékoré dans le cercle de Tonka. Cette signature a été précédée d'une conférence sur la renaissance culturelle pour la paix et le développement et le manuscrit paix et développement organisé par le conseil régional de Tombouctou. Reportage Najim Baba Sissi et Abdoulaye Sissi. Au cours de son séjour à Tombouctou, le ministre de la Réconciliation a présidé la Renaissance culturelle pour la paix et le développement, REKIPAD, initié par le Conseil régional de Tombouctou dans le cadre du festival Tombouctou La Salterie. Déroulé en mode conférence avec le concours de l'Institut Ahmed Baba, le cadre est facilité par le professeur Abdrahman Touré sur la Renaissance culturelle et Dr Mahamoud Mahamandedou sur les manuscrits anciens, paix et développement. Vous avez d'abord les manuscrits qui parlent de la paix dans la vie politique. Les savants se sont vraiment impliqués dans la paix, dans la vie politique. Entre les chefs de tribus, entre les communautés. Ils ont beaucoup travaillé dans le renforcement des relations entre les institutions et les autres villes. La paix dans les affaires sociales. La réconciliation entre les membres d'une famille, entre les membres de deux familles. La paix et la réconciliation entre les composants d'un seul quartier. Le deuxième temps fort de la REKIPAD a consisté à la signature d'un protocole d'accord entre deux belligérants du village de Mékoré dans le cercle de Tonka, opposés il y a une quinzaine d'années. Ils acceptent de se donner la main et faire la paix pour toujours grâce à un processus de médiation conduit par l'équipe régionale d'appui à la réconciliation sur initiative du Conseil régional de Tombouctou. Il faut que nous soyons unis. Vous savez, quand on est unis, il y a peu de choses qu'on ne peut pas réaliser. Donc en présence du ministre de la Réconciliation, il y a eu deux belligérants, un conflit de plus d'une quinzaine d'années, qui ont décidé de se serrer la main, d'enterrer la hache de guerre et vraiment d'aller vers l'entente, la cohésion sociale, unir les villageois pour qu'ils puissent vraiment amorcer aussi leur propre développement. Je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de prendre cette décision pour vous-même, pour vos populations, pour vos familles et pour vos communautés. Tous les êtres humains aspirent à la paix. Et tant que les hommes vivent en société, il y a toujours des conflits. Mais il faut qu'on ait le courage nécessaire, la volonté qu'il faut pour aller au-delà du conflit et venir vers la paix. Avec ces mécanismes ancestraux de gestion des conflits partagés par les experts, les communautés sont inspirées pour prévenir et mieux gérer les conflits sans attendre qu'ils s'empirent. Au Burkina Faso, à la faveur du Conseil des ministres du vendredi dernier, les membres du gouvernement et les proches collaborateurs du chef de l'État ont rendu un hommage à leurs enseignants dans le cadre de la semaine de reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant. C'est là par des messages touchants sur le tableau d'honneur installé pour la circonstance. Ces personnalités ont exprimé leur gratitude à l'endroit de ces hommes et femmes qui ont marqué leur parcours scolaire. On en sait davantage dans ce commentaire de Moumouni Wanga. C'est avec beaucoup d'honneur que je marque ma reconnaissance au docteur Boubacar Savadogo pour son dévouement à faire de moi, comme bien d'autres de ma promotion, l'homme que je suis devenu. Dans la peau de l'étudiant, le ministre en charge de l'urbanisme rend hommage à son homologue en charge de la formation professionnelle, docteur Boubacar Savadogo. Une reconnaissance manifestée à l'un de ceux qui lui ont dispensé le savoir à l'université de Ouagadougou. C'est dans le cadre de la semaine de reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant. Un exercice auquel se prêtent des membres du gouvernement et des proches collaborateurs du président du FASO. C'était la maîtresse du primaire. Elle m'a accompagné comme une mère depuis le CP1 jusqu'au CE2. Vraiment, j'ai gardé un bon souvenir d'elle. Une occasion pour ces autorités d'exprimer leur gratitude à l'endroit de ces hommes et femmes qui ont marqué leur parcours scolaire et universitaire. Et c'est par des messages touchants adressés à leurs anciens enseignants décédés ou encore vivants. À mes enseignants de l'école primaire, mes remerciements pour avoir suscité en moi le culte de l'excellence,
en particulier M. Kinda Alain, M. Koumari Issa et M. Kourba Boubacar pour l'initiative de me faire participer au concours national de l'excellence. Hommage à tous mes enseignants, du primaire au supérieur. Vous avez éduqué et formé un citoyen aujourd'hui engagé à servir son pays avec fierté et détermination. Au-delà du geste symbolique, cet hommage collectif rappelle le rôle central que jouent les enseignants dans la construction d'une nation éclairée et responsable. La semaine de reconnaissance de l'enseignant sonne comme une invite à toute la société à regarder avec respect et admiration ces figures clés de notre développement humain. À Niamey, une grande conférence publique contre le franc CFA et pour la création d'une monnaie AES a eu lieu hier soir au siège de l'USN. Des experts, étudiants et défenseurs du panafricanisme se sont réunis autour d'une idée forte, créer une nouvelle monnaie pour les pays du Sahel et tourner le dos au franc CFA. C'est la section nigérienne d'urgence panafricaine qui a organisé cette importante rencontre. Reportage Issa Ousmane Mahamat et Mahamadou Amadou. C'est un sujet qui revient avec insistance dans les débats sur l'avenir du continent africain, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, la fin du franc CFA. À Niamey, ce 3 mai 2025, dans la salle de conférence de l'Union des scolaires nigériens USN, l'ambiance était électrique. Des jeunes, étudiants pour la plupart, des panafricanistes engagés, tous sont venus écouter et échanger sur un sujet qui préoccupe à plus d'un titre, celui de l'indépendance économique des pays du Sahel. La question du franc CFA est au centre de beaucoup de discussions en Afrique. Cette monnaie héritée de la colonisation est aujourd'hui remise en cause. Cette conférence débat a été organisée par Urgence panafricaine, section Niger, avec comme thème briser les chaînes du franc CFA et poser les premières pierres d'une monnaie souveraine, la monnaie AES, portée par les États du Sahel. Pourquoi elle a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? C'était spécialement pour reconstruire la France. Et pourquoi ramener ce débat au niveau des conférences? C'est pour que nous puissions vraiment avoir une boussole, une feuille de route qui pourra demain servir nos dirigeants qui sont sur cette voie de la souveraineté. Et qui dit souveraineté, c'est une souveraineté totale. Face à un auditoire captivé, des experts ont pris la parole. Des conférenciers qui ont analysé, décortiqué et dénoncé les rouages d'un système monétaire hérité de la colonisation. Je vais aborder la sortie du CFA, et qui pour moi est un impératif majeur de la refondation. Les échanges ont été francs, passionnés. Le public, composé d'étudiants, des militants panafricanistes, n'a pas hésité à prendre la parole pour dénoncer l'impact historique, politique et psychologique de cette monnaie sur le quotidien des peuples sahéliens. La monnaie, qui en réalité n'est qu'un instrument qui va permettre à la France de transférer toutes nos richesses chez elle. Un débat fort, plein d'espoir. La jeunesse du Sahel veut tourner la page du franc CFA et écrire une nouvelle histoire. L'histoire d'une Afrique libre à tout point de vue. Les activités de la Semaine nationale de la liberté de la presse se poursuivent avec au programme une table ronde. Les professionnels des médias ont échangé sur le thème journalisme et intelligence artificielle, risques et opportunités au Mali. La rencontre s'est déroulée à la Maison de la Presse à l'initiative de l'Alliance des professionnels féminines de la presse écrite du Mali. Reportage Moussa Kamara. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle révolutionne les pratiques journalistiques, offrant de nouvelles opportunités en matière de traitement de l'information. Soucieuse de minimiser les risques, l'Alliance des professionnels de la presse écrite du Mali organise cette rencontre pour affûter ses armes. L'objectif est de protéger la liberté de la presse et garantir l'intégrité de l'information. Avec l'intelligence artificielle, si les professionnels des médias ne s'organisent pas, les risques pourront être encore plus grands. Déjà, l'intelligence artificielle s'invite dans le travail quotidien des journalistes.
À travers cette table ronde, la PPM entend fournir des connaissances sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais aussi informer les hommes et femmes des médias sur les risques et opportunités qu'elle comporte. L'intelligence artificielle est une opportunité pour les journalistes. Il nous faut comprendre que l'intelligence artificielle ne doit pas travailler à notre place, ne doit pas nous remplacer. C'est juste un instrument. L'intelligence artificielle n'a pas d'âme. Quand un article est fait uniquement avec intelligence artificielle, il n'a pas d'âme. Et ça, c'est contraire au journalisme. L'intelligence artificielle a progressé à pas de géant, transformant progressivement notre monde dans tous les domaines, y compris le journalisme. Plus d'une cinquantaine de professionnels et partenaires des médias ont pris part à cette table ronde. Pour nous, c'était intéressant de suivre ce panel et de pouvoir contribuer à ce que la presse soit mieux organisée à l'utilisation de ces applications pour qu'on puisse vraiment capitaliser l'originalité dans nos communications. C'est un outil qui est là pour nous accompagner et non un outil pour se substituer aux journalistes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le journaliste doit évoluer avec le temps, avec les outils modernes, mais les journalistes restent toujours celui-là dont le travail c'est de collecter, vérifier, revérifier, traiter et diffuser l'information. World Vision International Mali et le Centre national des cantines scolaires lancent un cri de cœur pour promouvoir davantage la création des cantines scolaires au Mali. C'est à l'occasion de la journée de plaidoyer des dites cantines. Compte rendu Fadema Keita. L'espace d'invite et d'implication des décideurs, des légitimités et partenaires se tient sous forme de sensibilisation pour la promotion des cantines scolaires. La journée se déroule sous forme de présentation de la situation des cantines scolaires, défis et perspectives, de panels sur les enjeux de l'alimentation scolaire et la nutrition au Mali. Nous sommes en train de faire cette activité pour que tous les acteurs, tous les partenaires puissent s'investir davantage dans la création des cantines scolaires endogènes au Mali. Nous sommes en partenariat avec les Centres nationaux des cantines scolaires du Mali, avec les PAM, OCHA et Right to Grow dans l'organisation de cette journée. Et World Vision invite les acteurs à s'engager auprès des autorités maliennes et de ses partenaires pour lutter activement contre la faim et la malnutrition des enfants au Mali. Au cours de la journée, un message de plaidoyer auprès des structures et organes pour la protection des droits de l'enfant par les cantines scolaires endogènes face au changement climatique est aussi lancé. La cantine scolaire améliore la qualité des apprentissages, elle renforce la fréquentation et le maintien des élèves à l'école, particulièrement des filles. Elle constitue en somme un levier de justice sociale. Elle joue également un rôle important dans la sensibilisation communautaire sur la nutrition, l'hygiène et l'assainissement. La porte-parole du Parlement des enfants, émerveillée par les sketchs présentés, sollicite plus de soutien et de création des cantines scolaires endogènes adaptées à nos réalités, de transparence et de mobilisation communautaire pour lutter contre la faim en milieu scolaire. 113 millions de francs CFA, c'est le montant débloqué par l'État dans le cadre du PEDRIAS pour équiper la mairie de la commune rurale d'Anderaboukan et le centre de santé communautaire de la dite commune en les dotant de matériel et équipements. Il s'agit surtout des kits bureautiques, des panneaux solaires et matériels divers. Reportage à Chirfi Moulay Haïdara. C'est un lot d'équipements et de matériels divers qui vient soulager la mairie d'Anderaboukan et le centre de santé communautaire. C'est là en vue de promouvoir la gouvernance dans la région de Ménéka. Ces matériels sont remis dans le cadre du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Grâce à l'État, grâce aux partenaires, grâce aux services techniques, aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu mobiliser les fonds en question. Tous des équipements pour les CESCOM, les centres de santé communautaires, en termes d'armoires, en termes de tables-bancs, et aussi la dotation des pharmacies de ces ASACO. Aussi, on a doté aussi les différents ASACO aussi en panneaux solaires pour pouvoir permettre au moins une fonctionnalité au niveau de ces 10 ASACO.
Les autorités administratives et les différents responsables se réjouissent de ces gestes de l'État qui va du coup aider ces structures à améliorer leurs offres de services. C'est une grande satisfaction pour moi de voir que la commune d'Andraboukane a répondu de façon satisfaisante aux différentes évaluations qui lui ont permis de bénéficier des fonds de dotation de performance au compte des années 2021, 2022 et 2024 pour un montant cumulé de 173 millions. Le PDRS est un projet du gouvernement du Mali qui se donne comme priorité de renforcer les capacités des collectivités territoriales pour leur relèvement afin de mieux servir les communautés. Santé toujours, Focus Santé s'intéresse ce soir au tout nouveau centre d'excellence en sciences des orthèses et prothèses du Mali. Inauguré tout récemment par le ministre de la Santé, cette structure permet aux étudiants de l'Institut national de formation en sciences de la santé INFSS d'entamer leur formation pratique. Dans ce centre, tous les équipements pour la fabrication des orthèses et prothèses sont disponibles. Le premier responsable du CNAOM a ouvert les portes de ce centre à l'équipe de Focus Santé, suivant Seke Koumbasisi et Abdoulaye Samaki ont ramené pour nous. En plus des amputations dues aux différentes maladies comme le diabète ou les accidents, beaucoup de personnes victimes de la crise sécuritaire sont aussi dans des situations de handicap physique. Or, au Mali, il y a peu d'orthoprothésistes pour redonner du sourire à ces milliers de personnes. Voilà tout l'essence de la création d'un centre d'excellence en sciences des orthèses et prothèses du Mali, où actuellement la toute première promotion de la filière d'orthoprothésistes de l'Institut national de formation en sciences de la santé suit les cours pratiques. Situé dans l'enceinte du CNAOM, le tout nouveau centre dispose de plusieurs salles bien équipées pour la formation de ces futurs orthoprothésistes du Mali. Ce bâtiment est le fruit de la collaboration entre le ministère en charge de la Santé et le Comité international de la Croix-Rouge. Dans la salle de consultation, on reçoit les patients qui ont été référés par des hôpitaux ou bien des autres départements du CNAOM pour faire des évaluations complémentaires afin de prescrire un appareillage qui correspond à la condition du patient. C'est la salle qu'on appelle aussi la salle de moulage. Moulage signifie la prise de mesures. Par exemple, celui-ci que les étudiants viennent de faire, c'est ce que nous appelons le négatif. Et ce négatif, comme vous le voyez, c'est typiquement le pied du patient qu'ils ont pris. Après le moulage, l'étape suivante est le montage. Pour le montage, ici, on peut prendre le cas de la prothèse transfémorale. C'est une prothèse qui est prescrite suite à une amputation qui a lieu sur le fémur. Donc, pour le montage, les étudiants utilisent le laser. Donc, avec ce laser, ils montent la prothèse avec précision. Dans la salle de lamination sortiront bientôt des prothèses d'une dizaine d'années de durée de vie. Une technique qui n'était pas possible avant au Mali. Les composants qu'on utilise pour la lamination, certains ne peuvent pas être compatibles avec la technologie PP. La technologie PP, c'est un type de plastique que nous utilisons pour faire les prothèses. La prothèse qui est faite en lamination peut durer jusqu'à 10 ans. Alors que notre technologie que nous utilisons ici, il est vrai, c'est accessible à tout le monde parce qu'il coûte moins cher, mais ça peut aussi, selon l'utilisateur, arriver entre 3 à 5 ans. Les orthèses ou prothèses faites à base de plastique sont moulies dans une salle pour les rendre lisses. Ici, vous êtes dans la salle des machines où vous avez les différents types de machines ici qui font les différentes fonctions, c'est-à-dire de polir les bords des appareils, on les appelle les ponceuses ou les lampudeurs. Les machines là-bas s'appellent les MEL. Ça permet uniquement de travailler sur les fers. Si la phase de production est bouclée, le patient est préparé pour le port de l'appareil. C'est là où le kinésithérapeute intervient. On doit apprendre aux patients à marcher avec la prothèse. Donc, on commence déjà par leur apprendre à porter
et à déchausser une prothèse. Ensuite, on fait les exercices de mise en charge qui vont consister à mettre du poids dans le membre amputé. Et dans cette prothèse-là, il faut charger la prothèse pour que le poids du corps aille de façon équitable dans les deux jambes. Et après ça, on va commencer à faire des pas, des exercices de pas. Parmi les étudiants figure une apprenante qui a été victime de la poliomyélite. Elle avait de la peine à marcher, mais grâce au port de l'orthèse, elle se déplace facilement. C'est d'ailleurs ce qui l'a motivée à embrasser cette filière. Avant, je marchais en appuyant sur le genou. Et en 2020, grâce au CCR, j'ai eu mon premier appareil. Et aujourd'hui, je suis avec le deuxième appareil et ça m'a permis d'avoir mon autonomie. Et c'est ça qui m'a motivé d'aller vers la filière, étudier et apporter mon aide à des personnes qui sont dans la même situation que moi. Aujourd'hui, c'est fait toute la fierté du Mali parce que de l'indépendance à nos jours, le Mali ne comptait que 25 orthoprothésistes formés et la plupart formés au Togo, donc à l'ENAM de Lomé. Avec l'ouverture des nouvelles filières à l'Institut de formation en sciences de la santé et ce centre d'excellence qui reçoit les étudiants en orthèse et prothèse, aujourd'hui le Mali peut répondre comme étant le deuxième pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, le deuxième pôle de formation de ce métier-là. Aujourd'hui, tous les militaires qui sont victimes malheureusement du conflit que nous connaissons sont appareillés par le Centre national d'appareillage orthopédique. Donc effectivement par le canal aussi du Comité international de la Croix-Rouge qui a à travers le PRP, le programme de réhabilitation physique qui permet la prise en charge gratuite de l'appareillage qui est fait pour ces militaires victimes d'amputation donc dans le champ de bataille. Par an, le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali produit plus de 1200 orthèses et prothèses. Ces orthoprothésistes en formation qui sortiront bientôt doivent renforcer le nombre de spécialistes en la matière afin de répondre aux attentes des personnes en situation de handicap physique à travers le pays. Fin du symposium des femmes de la région de Ségou. Ce symposium de 3 jours qui a mobilisé plus d'une centaine de filles et de femmes de plusieurs cercles de la 4e région était axé sur le leadership féminin et l'autonomisation des femmes. L'initiative est du Plan International Mali et de l'association Convergence pour Ségou Prospère. Reportage Amidou Diallo et Cheikh Tangara. Symposium autour de l'autonomisation, l'engagement des femmes dans la gouvernance locale et le leadership féminin. Cette rencontre du Plan International Mali et de l'association Convergence pour Ségou Prospère vise à impliquer les filles et les femmes dans les actions du développement communautaire. Pour ce faire, 3 jours de réflexion et de partage d'expériences sont initiés. Il est important de créer un cadre d'échange et de réflexion entre les acteurs, les actrices au niveau régional pour discuter des questions relatives à la participation, au leadership féminin, à l'autonomisation, qui en tout cas sont gage de la réussite de nos communautés et de la promotion des droits des femmes. Nous avons estimé qu'il faut un cadre régional solidaire pour les femmes dans lequel elles peuvent s'épanouir, dans lequel elles peuvent tirer des liens et se renforcer les capacités. Plus d'une centaine de filles et de femmes venues des cercles de Ségou, Baraouli, Nyono et Bla, édifiées sur plusieurs sujets relatifs au leadership féminin. Le symposium a été très bénéfique pour nous, vu que durant ces 3 jours, nous avons eu à aborder plusieurs thématiques, notamment sur le leadership féminin. Nous avons vu aussi l'importance de l'autonomisation des filles. Ce sont des thèmes qui intéressent vraiment la gente féminine. Moi qui suis participante, je suis satisfaite de ces thèmes. On a vraiment appris de ces 3 jours. Ce symposium régional des femmes, première édition, s'inscrit dans le cadre du projet Chilido du Plan International Mali. En 5e région, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Culture Mali 2025, le ministère en charge de la culture a initié un espace d'échange dénommé Faso Barokene. Le but de ce débat citoyen est de transmettre à la jeune génération nos valeurs sociétales, nos savoirs et savoir-faire endogènes afin de former la colonne vertébrale d'un nouveau type de citoyens maliens. Reportage Boubacar Sankare et Diakalia Traoré.
Faso Baro Kene, où débat citoyen se transporte dans la Venise malienne après l'étape de Koulikoro. Cet espace d'échange et d'éducation à la citoyenneté est initié par le ministère en charge de la culture dans le cadre du projet Mali Culture 2025. Faso Baro Kene est une initiative pour parler du passé aux enfants, à la nouvelle génération, parce que le temps a montré que plusieurs de nos pratiques sont dans l'oubliette, plusieurs de nos pratiques ne sont plus pratiquées par la jeune génération. Donc M. le ministre a eu l'initiative de créer Faso Baro Kene, non seulement pour mettre en application l'année de la culture, en même temps donner le pouvoir à ces enfants-là, à ces jeunes-là. Pour ce deuxième numéro de Faso Baro Kene, le thème retenu est Mayani Dambe pour une culture du Malikoura. Maya, c'est l'humanité dans toutes ses composantes, où il fallait parler des caractères qui ont été légués, forgés par nos devanciers et des codes de vie qui nous permettent de rester droit dans nos bottes afin de faire face aux défis des moments et du futur. Et Dambe qui parle des limites et l'acceptation de soi et de l'autre dans toutes les dimensions. Les autorités administratives et politiques, les légitimités traditionnelles, les organisations de jeunes et de femmes, les acteurs socio-professionnels et les communicateurs étaient à l'honneur de ce débat citoyen. Dans le cadre de Mali Culture 2025, qui consiste à rappeler les valeurs sociétales qui contribuent fortement à former les citoyens dans le cadre du Malikoura, surtout la couche juvénile. Faso Baro Kene est animé mensuellement par une personne ressource à travers une causerie débat sur diverses thématiques en rapport avec l'histoire et la tradition. Les non-nupleux maliens ont soufflé hier 4 mai leur 4e bougie. On se souvient encore de leur naissance historique à Casablanca au Maroc qui a capté l'attention du monde entier. Les 5 filles et 4 garçons, un cas médical rarissime, ont célébré hier ce 4e anniversaire entourés de leurs parents proches et sous les regards admiratifs de la nation. Le compte-rendu de Maïmouna Guindo et Aruna Diara. C'est un anniversaire hors du commun. Les non-nuplés, 4 garçons et 5 filles ont soufflé ce dimanche leur 4e bougie. La famille Arbi était dans la fête, entourée des membres du CNT, des personnalités, des départements ministériels et des personnes de bonne volonté. Célébrer l'anniversaire des non-nuplés n'est pas un simple moment de récréation. C'est un miracle de la vie que nous vivons chaque jour avec émerveillement, humilité et force. En nous référant sur les symboles, nous devrons que Dieu nous a gratifié de 9 enfants. Dans notre tradition, nous dirons 9 brendules ou 9 bois de Dieu. 9, c'est le temps normal d'une grossesse, mais aussi d'une année scolaire. Et le chiffre 9 représente également une ouverture. Si cette journée a été rendue aussi belle et inoubliable, c'est grâce à Dieu et à votre accompagnement. C'est un don de Dieu, un patrimoine national africain, autant vraiment qu'on célèbre vraiment cet anniversaire avec joie. Et par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, tout s'est vraiment bien passé, vu l'accompagnement de l'État. Nés le 4 mai 2021 au Maroc, les non-nuplés 4 ans plus tard se portent bien. Ils sont suivis par une équipe médicale spécialisée. L'État malien n'a cessé d'agir pour les accompagner avec dignité. La prise en charge complète de l'évacuation, de l'accouchement et du séjour médical au Maroc. La prolongation de leur séjour jusqu'à l'amélioration des conditions de retour. L'octroi et l'équipement de 2 logements sociaux à Tabakara, entièrement rénovés et adaptés. L'allocation par le ministère de la Santé d'un soutien financier conséquent par décision numéro 340 MSDS-SG du 30 novembre 2022, en plus des contributions volontaires décidées par le ministère de la Santé et du Développement social. Ces efforts sont le fruit d'un engagement collectif sous le leadership des plus hautes autorités. Madame La Afia Mariam Bachili est marraine des non-nuplés. Visiblement touchée par leur croissance et le parcours de leurs parents, a exprimé sa générosité avec une liquidité de 5 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous
célébrons leur anniversaire, mais aussi la force, l'amour et le courage de leurs parents, qui sont de véritables héros du quotidien. À vous deux, je dis merci et je dis bravo. Merci de m'avoir accordé votre confiance et ce rôle auprès de vos petits trésors. Ces enfants ont besoin de la solidarité de nous tous. C'est pour cela que la Fondation BAN a accepté de parrainer ces enfants. Aujourd'hui, âgé de 4 ans, ce Nonouplé incarne la joie de vivre et la promesse d'un avenir uni et prospère pour notre pays. Il nous rappelle l'importance d'investir dans la santé maternelle et infantile, l'éducation et la protection sociale pour chaque enfant malien. La naissance des nonuplés reste un miracle au Mali et dans beaucoup d'autres pays. Ce 4e anniversaire est non seulement une prouesse médicale, mais surtout l'expérience radieuse de la famille Arbi pour qui chaque année est une bénédiction. Et c'est communiqué avant de boucler. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali en France, Bakary Dambélé, accompagné du délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO et des consuls généraux du Mali à Paris et à Lyon, a pris part à la prière mortuaire sur la dépouille de notre compatriote Aboubacar Cissé à la Grande Mosquée de Paris. La communauté malienne de France, les fidèles, la famille ont répondu massivement à l'invitation au recueillement de la Grande Mosquée de Paris. Le jeune Aboubacar Cissé a été lâchement assassiné dans la mosquée de la Grande Combe en France le vendredi 25 mai dernier. L'assassin, identifié par les enquêteurs, est de nationalité française. Après 48 heures de cabale, il s'est rendu à la police italienne. Le présumé criminel sera rapatrié vers la France d'ici la fin de cette semaine. À la suite de ce crime odieux qui a choqué les communautés maliennes et musulmanes de France, des rassemblements de condamnation ont été organisés à Paris et dans plusieurs communes de la France en hommage aux jeunes fidèles. Dès les premières heures de l'assassinat, les missions diplomatiques et consulaires du Mali en France se sont mobilisées pour apporter une assistance à la famille du défunt. Elles suivent au quotidien l'évolution de l'enquête. Le rapatriement du corps de Aboubacar Cissé vers le Mali est prévu ce mercredi 7 mai par Royal Air Maroc. Et ainsi prend fin ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis,